Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. Nous sommes dimanche 29 octobre, voici les titres de ce 13h. Le dîner gala annuel de l'ONG Servir s'est tenu dans la nuit de samedi à dimanche. Placé sous le sceau de la maturité, cette soirée a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de la première dame Dominique Ouattara. Des bailleurs du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix étaient récemment en Côte d'Ivoire. À l'issue de leurs différents échanges, il ressort qu'un appui de 28 milliards de francs CFA est nécessaire pour accompagner le processus de paix dans le pays. Au Bénin, après le remaniement ministériel d'hier samedi, le deuxième gouvernement de Patrice Talon est composé de 22 membres. Entrée de nouveaux alliés politiques, exit les ministres de Sébastien Ajavon. Abdoulaye Biochane, lui, reste numéro 2 du gouvernement. La Côte d'Ivoire a été déclarée libre de polio en fin novembre 2015, mais le pays ne dort pas sur ses lauriers. Dans le cadre du maintien du statut zéro polio en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise le deuxième passage des Journées nationales de vaccination JNV polio de l'année 2017. Ces journées ont débuté le 27 octobre dernier et se terminent demain lundi. Plus de 8 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans seront protégés contre la poliomyélite lors de ce deuxième passage des Journées nationales de vaccination. Pour en parler, nous recevrons dans le cadre du magazine du dimanche Daniel Ekrakwadio, le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. On se retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure. Intéressons-nous tout d'abord aux activités des experts comptables de l'espace UEMOA. Ils étaient récemment en congrès pendant 2 jours ici à Abidjan et leurs réflexions ont porté sur des sujets tels que la modernisation de l'administration ainsi que l'évolution de l'économie numérique. Après les 2 jours de travaux, les experts sont allés présenter leurs conclusions au vice-président de la République. Le témoignage de Jérôme Kofi Aboula. Fini le congrès des experts comptables de l'espace UEMOA à Abidjan. Après 2 jours d'intenses travaux, une délégation, les représentants, s'est rendue ce vendredi au palais présidentiel. Elle y a rencontré le vice-président de la République de Côte d'Ivoire dans le but de lui présenter les résultats obtenus. 3 axes au nombre desquels l'évolution de l'économie numérique ont été portés à la connaissance de Daniel Kablan-Duncan. Nous avons travaillé et nous sommes donc venus présenter les conclusions de nos travaux à Monsieur le vice-président. Nous lui avons présenté les 3 axes autour desquels nos travaux ont tourné, à savoir la modernisation de l'administration et l'optimisation des ressources. Le deuxième axe tournait autour de l'organisation de notre profession pour mieux accompagner les entreprises et l'administration. Et le troisième axe, c'est l'évolution de l'économie numérique. Nos économies ont changé, nous sommes passés de l'économie traditionnelle à l'économie numérique et les experts comptables que nous sommes voulons prendre toutes nos places pour accompagner nos États, pour accompagner nos clients vers la voie du numérique. Pour le porte-parole des experts comptables de l'espace UEMOA, c'est une rencontre très bénéfique. Le vice-président, selon lui, n'a pas manqué d'exprimer son soutien à l'endroit de tous. Il a ajouté que ce soutien leur permettra de continuer à aller de l'avant. Une note assez glamour dans ce journal. Le dîner gala annuel de l'ONG Servir s'est tenu dans la nuit du samedi à dimanche. Placé sous le sceau de la maturité, cette soirée a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de la première dame Dominique Ouattara. Alexis Ouedraogo y était aussi. Son compte rendu. 13e édition du dîner gala de Servir, l'édition de la maturité. Soirée colorée et rythmée en faveur des malades de l'insuffisance rénale. En Côte d'Ivoire, ils sont quelques 5000 en attente d'une greffe du rein. Pour la présidente de Servir, Henriette Conan-Bédier, la réalisation du centre d'hémodialyse est en forte progression. Les maladies de rein ont atteint la cote d'alerte en Côte d'Ivoire. Ce tableau inquiétant est d'autant plus sombre que cette pathologie est devenue pédiatrique car atteint de plus en plus nos petits-enfants. Si le coût du traitement des adultes est subventionné par le gouvernement ivoirien, force est de constater
que ce n'est pas encore le cas pour les tout petits. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, attirer l'attention du gouvernement sur cette triste situation en vue de faciliter la prise en charge de ces enfants dont le destin est tragiquement frappé par ce tueur silencieux. L'occasion pour l'épouse du président Henri Konan Bédié de saluer son époux, fidèle soutien de tous les combats. Je suis sa biche royale. Et lui, il est mon baobab. C'est en musique, avec des pas de danse bien enlevés, que la cérémonie a pris fin. Je vous le disais en titre, des bailleurs du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix étaient récemment en Côte d'Ivoire. C'était du 16 au 20 octobre dernier. Ils ont pu échanger avec les partenaires au développement, la société civile, les agences des Nations Unies et bien sûr le gouvernement. Résultat, un appui de 28 milliards de francs CFA est nécessaire pour accompagner le processus de paix dans le pays. Cheikh Koné. L'objectif principal de cette visite est d'apprécier les résultats des projets en matière de consolidation de la paix sur le terrain et les défis résiduels. À ce niveau, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Babacar Cissé, s'est réjoui des acquis qui méritent d'être accompagnés. Ces défis ont été identifiés, ont fait l'objet d'un programme qu'on appelle le PACOP, le programme d'appui à la consolidation de la paix, qui a été donc formulé, que nous avons soumis au Fonds pour la consolidation de la paix, qui va nous apporter son concours. Nous l'avons estimé à 50 millions de dollars. Mais 50 millions de dollars, ce n'est que pour amorcer, disons, ce programme. L'engagement du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre des projets de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire est fort apprécié des bailleurs du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Toutefois, la recrudescence des conflits impliquant les jeunes qui représentent 30% de la population, la menace terroriste toujours persistante et le phénomène des enfants en conflit avec la loi sont des facteurs qui sapent quelque peu tous les efforts consentis. À partir de systèmes de rapprochement, c'est-à-dire qu'on amène ces personnes à se parler, à s'écouter, à identifier elles-mêmes les problèmes et à trouver elles-mêmes des solutions, ce qui fait qu'à partir du dialogue intercommunautaire, les populations arrivaient elles-mêmes à trouver un plan d'action pour dire voici le problème que nous avons, voici ce que nous devons faire pour que nous soyons ensemble pour regarder notre village, notre région, notre sous-préfecture, etc. Donc les dialogues intercommunautaires sont vraiment un des acquis du Fonds de consolidation de la paix. Ce programme qui existe en Côte d'Ivoire depuis 2012 a investi un total de 20 milliards de francs CFA sur les 2 phases du plan prioritaire pour la consolidation de la paix. Le gouvernement accentue la lutte contre l'insalubrité. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable entend rendre propres toutes les communes du district d'Abidjan et il s'en donne les moyens. Le ministère vient de parapher une convention de partenariat avec une société ivoiro-tunisienne, société qui a pour mission, entre autres, de collecter les ordures et les déverser dans les centres de groupage. Les précisions de Grace Kando. La beauté d'Abidjan passe par l'entretien des rues, la collecte des déchets solides, leur regroupement et transport jusqu'au centre de stockage et de traitement. Pour atteindre ce résultat, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable vient de signer une convention avec une structure ivoiro-tunisienne spécialisée dans le domaine. Le gouvernement veut s'attaquer à la problématique de la gestion des déchets ménagers dans l'agglomération d'Abidjan et après plusieurs échecs donc, à ce processus, nous venons enfin, n'est-ce pas, de terminer le processus d'appel d'offres de notre politique de propreté du district d'Abidjan. Nous allons opérer une réforme dans ce secteur. Nous ne parlons plus donc d'entreprises de collecte des déchets, mais plutôt de systèmes de propreté dans le district d'Abidjan. Nous sommes déterminés à réussir notre mission et à ne pas décevoir ceux qui nous ont fait confiance. La tâche n'est pas facile, certes, mais avec beaucoup de sensibilisation, déploiement de matériel et
une association avec des partenaires locaux du domaine, je pense que c'est la clé de la réussite. Sont concernés dans un premier temps le secteur 1, à savoir les communes d'Abobo, d'Anyama, de Bingerville et du Plateau. C'est le 7 juin 2016 que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un appel d'offres international. À l'issue du classement, la commission d'ouverture et de jugement des offres a attribué le secteur 1 à la société ivoiro-tunisienne. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, va inaugurer jeudi prochain le barrage de Soubré. Mais avant cet événement majeur pour la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré pour vous quelques-uns des premiers acteurs de ce projet de construction du barrage. Le premier de la liste, c'est Yaoura Konan. Aujourd'hui, premier adjoint au maire de Yamoussoukro, il fait partie de tout premiers ingénieurs sur le projet. Son témoignage a été recueilli par Adama Koné. L'histoire est un témoignage. Et M. Yaoura Konan, ex-cadre de l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, EECI, témoin historique du barrage de Soubré, s'impose un devoir de mémoire. Je voudrais sincèrement rendre hommage à deux acteurs du secteur, Konan Lambert et Honoré Guibault, qui, il faut le dire, ont été les principaux, je dirais, initiateurs du barrage. Je profite également pour dire merci à Dieu, parce que je constate que tous ceux qui ont travaillé avec moi au niveau du secteur aujourd'hui occupent des hauts postes. Nous sommes dans les années 70. La Côte d'Ivoire négocie ce que les spécialistes ont appelé un tournant hydraulique. Les barrages de Kossou, Tabo, Buyo et Gra sont construits. Un élément manque au puzzle. En réalité, dans cet élan, Soubré devait venir après Bio. Mais il faut attendre 1982 pour engager la compétition entre les constructeurs. Après le lancement de l'appel d'offres donc, le projet semble prendre de l'eau de toutes parts, et pour cause. Il faut reconnaître qu'en son temps, les dirigeants de la Côte d'Ivoire étaient, je dirais, en avance sur le développement. À un moment donné, on était, j'affirme, autosuffisant en énergie. Dès lors, la réalisation de Soubré, qu'elle soit immédiate ou future, n'impactait pas la production, la satisfaction de l'énergie électrique, puisqu'on pouvait même satisfaire le Ghana et d'autres pays. Aujourd'hui, les données ont changé et le barrage est une réalité. Dès qu'on a fait le barrage de Buyo, nous avons créé un lac. L'eau est stockée. Et quand nous turbinons à Buyo, cette eau peut être turbinée à Soubré, et elle peut encore turbiner, ainsi de suite. Donc, effectivement, quand on a fait un barrage à Buyo, qui est un grand lac, qu'on a fait le barrage de Tabo, de Kossou, qui est un grand lac, il faut mettre d'autres barrages en aval pour, je dirais, rentabiliser, optimiser. Et même optimaliser le potentiel, car le pays se donne de la visibilité, une perspective éclairée par les potentialités économiques et énergétiques de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut mettre un parallèle entre l'évolution de la Côte d'Ivoire d'hier, de l'année 80, que nous avons qualifié de boom économique, avec la situation actuelle. Quand on parlait de boom économique avec le tournant hydraulique, aujourd'hui, nous pouvons aussi admettre que cet élan de croissance, si nous continuons dans l'hydraulique, nous allons effectivement tomber sur cette voie de boom économique. Et la Côte d'Ivoire a des possibilités. Quand nous prenons Buyo, nous avons réalisé Soubré. En aval de Soubré, il y a encore beaucoup de barrages qu'il faut le faire. Nous prenons le Bandama. En aval du Bandama, c'est-à-dire des Tabo, nous avons encore beaucoup de barrages que nous pouvons élever. Nous prenons le fleuve Komoué, il y a aussi des barrages que ça. Le potentiel aujourd'hui, je suis sorti il y a longtemps, mais tournerait autour de 2000 MW. L'histoire est un témoignage. Et il arrive souvent que les acteurs au départ soient présents à l'arrivée, dans des rôles différents. Vous avez vu que je souris. Il y a eu un message que les anciens ont perçu. Celui qui a été désigné pour être responsable des travaux, M. Brahima, fait partie de l'équipe initiale de Bio. Celui qui a mis le barrage en marche, en fonctionnement, son excellent le Premier ministre Konkoubalé, faisait partie des grands travaux. Voilà les deux acteurs qui sont unis aujourd'hui
et qui forment cette satisfaction de nous, les anciens. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui que ce bébé est là. Tous les anciens du secteur, et je voudrais à leur nom, puisque j'ai l'occasion, dire merci au président Alassane. Après avoir rassemblé les différents morceaux de l'histoire du barrage, Yaoura Konan peut prendre la route pour Soubré, constater la naissance officielle de ce joyau plus de 40 ans après les premières idées. Et du barrage de Soubré à Gueyo, je vous fais emprunter un pont, mais un pont solide, fiable et en bon état. Ce qui n'est pas le cas du pont sur la rivière Debo dans la région de la Nawa. Celui-là est dans un état de dégradation extrême. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'elle sera bientôt réhabilitée par une unité agro-industrielle. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. De tout temps, c'est par ce pont qui enjambe la rivière Debo, affluent du fleuve Nawa, que s'effectuent les liaisons rapides entre les départements de Gueyo et de Soubré. L'ouvrage date des années anté-indépendance de la Côte d'Ivoire, comme en témoigne sa structure, bâtie dans les géométries de l'architecture coloniale. Aujourd'hui, le temps a fait son œuvre. Conséquence, le pont est dépouillé de ses margelles, marque de la rouille des ans, et comme chaussée, des planches à très haute résistance sur lesquelles, le cœur serré, les usagers passent à pied, en bicyclette ou en voiture. Depuis 2015, en prévision d'un éventuel drame, les autorités administratives locales de la région de la Nawa ont dû prendre une décision à leur corps défendant, celle de fermer à la circulation ce pont sur la rivière Debo. Les conséquences de cette décision ont été dramatiques pour les populations. Ce pont devait être fait par l'État de Côte d'Ivoire puisque un marché d'appel d'offres a été lancé. Le soumissionnaire a été obtenu. Malheureusement, les travaux ont traîné. C'est vrai que l'État va le faire, mais en attendant, nous avons autorisé la CIPOPSI à réaliser ce projet-là. Gueyo était coupé la sous-préfecture de Okuyo et du chef-lieu de région qui est Soubré. Mais avec ce pont, nos produits et tout ce que nous avons peut maintenant facilement être évacué. La réhabilitation du pont sur la rivière Debo, l'initiative de l'unité agro-industrielle opérant dans la région de la Nawa, est accueillie par les populations avec beaucoup de bonheur et localement traduit au cours de la cérémonie officielle de lancement des travaux de réhabilitation. Les mots qui viennent de leur cœur achèvent de convaincre que la route précède le développement. Après 2 années, aujourd'hui, on va encore retrouver notre région. On est plus qu'heureux. De grandes choses vont être faites et ce n'est que le départ de toutes choses. Il faut qu'on sache que l'État-providence est terminé. Et que chaque fois qu'il y a un opérateur économique dans la zone, son rôle est aussi d'appuyer l'État dans toutes ses activités de développement. Les travaux vont durer 1 mois et demi. Pour Gueyo, la réhabilitation de ce pont sur la rivière Debo, qui va coûter 100 millions de francs CFA, annonce la relance économique d'un département et plus généralement la fin de son isolement. Je vous propose de rester encore un moment dans la région. À l'instar d'autres femmes en zone rurale, les femmes du département de Méagui rencontrent d'énormes difficultés. Difficultés qu'elles ont partagées récemment avec une autre femme, Namizata Sangaré, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'était lors de la célébration de la journée de la femme rurale. Chantal Akandan depuis Méagui. Analphabétisme, accès à la terre, manque de formation sont autant de difficultés que rencontrent les femmes rurales. Dans le département de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les femmes rurales ont décidé de prendre en main leur destin. Elles l'ont réaffirmé lors de la journée de la femme rurale, qui avait pour thème une agriculture adaptable au climat pour l'égalité des genres et l'émancipation des femmes. Nous, femmes rurales de Méagui, avons aussi besoin d'être bien encadrées, bien orientées et aussi avoir des partenaires autour des projets qui permettent de soutenir nos maris. Namizata Sangaré, présidente de la Commission des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, par ailleurs
marraine de cette rencontre, a traduit aux femmes le soutien de l'institution qu'elle dirige. Nous avons noté avec intérêt toutes leurs doléances et nous allons faire appel à des partenaires au développement pour aider ces femmes-là à faire de ces projets une réalité. Les femmes de Meyagui doivent être autonomes afin de se prendre en charge, a ajouté le préfet du département Atri Kwaku. Merci à Madame la Présidente d'être venue elle-même toucher du doigt les réalités des femmes de Meyagui. À ce jour, 54 associations féminines exercent dans le département des activités génératrices de revenus. Occasion pour elles, en présence des autorités administratives, de procéder à l'inauguration du siège de leur fédération. À présent, place au cinéma. Il s'agit de la première édition du Bushman Film Festival. Lancé par le Bushman Café, le festival est réservé aux courts-métrages réalisés à partir d'un téléphone mobile smartphone. Ce sont plus de 100 films qui sont en compétition dans 3 catégories différentes. C'est un reportage d'Arsène Kwasi, RTI Sport. Durant 4 jours, Abidjan devient le centre d'intérêt du Bushman Film Festival. Un festival dédié aux films réalisés avec très peu de moyens, notamment les smartphones. La première du genre en Afrique de l'Ouest. Ce festival sert de tremplin aux passionnés du cinéma de réaliser leurs rêves à travers un format mobile accessible à tous. J'invite tout le monde pour venir voir. K2, c'est la deuxième montagne plus haute au monde, après Everest, mais c'est beaucoup plus difficile. Et on a fait un beau film, les images et l'histoire des droits de l'homme. C'est très très passionnant et je vous invite à venir voir. Ce festival est de mettre en avant ces différentes personnes et de les accompagner, de pouvoir les mettre en contact avec des réalisateurs, des médias. Aujourd'hui, on peut tout simplement avoir un smartphone. Il suffit juste d'avoir une idée, une émotion. Une initiative qui rencontre l'adhésion du public. Depuis hier, j'ai vu les films qui ont été réalisés à partir des smartphones et j'ai vraiment apprécié parce qu'avec un peu de moyens, je vois des jeunes Ivoiriens qui réalisent des films déjà. J'ai dit waouh. Pour cette première édition, 2 catégories sont en compétition à travers des courts-métrages et des films de plus de 10 minutes portant sur un sujet au choix. Et comme la réalisation d'un film ne peut se faire sans le maquillage et autres, quelques aspects sont revisités, rappelant tous les corps de métier qui entrent en ligne de compte dans la conception du 7e art. Notons qu'une centaine de participants prennent part à ce festival sous-régional tourné avec un mobile. Le vainqueur sera connu dimanche prochain. Un reportage de nos confrères de RTI Sport. Au chapitre santé de ce journal, on commence par le concours d'entrée à l'INFAS. Vous le savez peut-être, 28 177 candidats à Abidjan et Bouaké affrontent les épreuves. Retour sur le lancement officiel du concours à Bouaké dans la région de Bouaké. Lancement officiel du concours d'entrée à l'Institut de formation des agents de santé INFAS. Option infirmiers et infirmières. 1723 candidats planchent sur les épreuves. Épreuves sécurisées en direction des centres, le lycée classique d'Abidjan et le lycée Nebo, où les candidats affichent la sérénité. Madame le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, dans sa note de motivation, invite les candidats à être à la hauteur des attentes pour le succès de la décentralisation du concours. On approche les concours des candidats et c'est la première édition à Bouaké. 3 épreuves au programme. Nous avons le français, le CM et la biologie. Que nous ayons les meilleurs des candidats pour pouvoir mieux prendre en charge la population. Pour la directrice de l'INFAS Côte d'Ivoire, les meilleurs candidats seront les meilleurs agents de santé. Il y a eu des cours de préparation qui ont été initiés par l'INFAS. En plus de cela, il y a eu les examens médicaux et les inscriptions qui se sont effectuées dans l'ensemble des sites de l'INFAS. On espère que Bouaké aura les meilleurs candidats. Ça veut dire meilleurs agents de santé formés. Ils sont aptes à une formation de qualité. La représentante du ministre et sa délégation ont ensuite visité les différents centres. Après les premiers candidats, 1038 autres candidates qui désirent être des sages-femmes subiront les épreuves un jour après. Au total, 28 177 candidats
négocient ce tournant décisif de leur vie à Abidjan et à Bouaké. Et pour le gouvernement, la santé des populations est donc une priorité. C'est d'ailleurs ce qui motive la présence en Côte d'Ivoire des experts en santé du travail d'Afrique, de la France, des États-Unis. Cette rencontre de Grand Bassam s'inscrit dans le cadre du 2e congrès de la Société ivoirienne de médecine du travail. Elle a pour objectif le renforcement des capacités des participants en vue d'améliorer la prise en charge médicale en milieu du travail. Le reportage de Godefroy Okambawa et Sita Soro. En Côte d'Ivoire, une enquête de base réalisée au sein de la population âgée de 15 à 64 ans révèle une fréquence élevée de personnes développant une maladie chronique, entre autres l'hypertension artérielle, le diabète et l'insuffisance rénale. Des maladies ayant pour conséquence l'invalidité et la mortalité précoce. Dans le monde du travail, la situation est plus préoccupante. Elle fait l'objet du 2e congrès de la Société ivoirienne de médecine du travail. Il s'agit de réfléchir sur l'impact de maladies chroniques sur le travail et vice-versa, et de trouver des solutions pour prévenir toutes les conséquences nocives de la maladie sur le travail. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique apporte son soutien à l'initiative. Un congrès qui constitue une plateforme d'échange et de renforcement de capacités entre chercheurs. Le capital humain est au cœur du développement et tous les pays africains aspirent à l'émergence. Pour ce faire, il faut des ressources humaines de qualité et en bonne santé. C'est pourquoi nous soutenons fortement ce 2e congrès de la Société ivoirienne de médecine du travail qui se penche sur les maladies chroniques, leur impact sur la santé des travailleurs et aussi comment améliorer donc la prise en charge de ces maladies chroniques. 2 jours durant, les participants venus de 12 pays d'Afrique, de la France et des États-Unis devront proposer des solutions en vue d'améliorer la prise en charge médicale de ces maladies dites chroniques en milieu du travail. Et pendant ce temps, les spécialistes de la transfusion sanguine nationaux et internationaux, eux aussi, étaient récemment réunis ici à Abidjan pour partager leurs expériences en matière de sécurité transfusionnelle. Cette rencontre avait pour objet de permettre aux acteurs du domaine d'avoir les rudiments nécessaires pour la sécurité des patients en Afrique. C'était à l'initiative du Centre national de transfusion sanguine et du réseau francophone de la transfusion sanguine en Afrique. Davis Oyo, Alexis Ouedraogo. Le don de sang, un geste simple qui sauve des vies. Mais une mauvaise transfusion sanguine peut ouvrir la porte à une véritable descente aux enfers. Pour garantir la sécurité transfusionnelle en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, les spécialistes nationaux et internationaux du secteur de la santé, notamment de la transfusion sanguine, se sont réunis à Abidjan pour échanger sur l'importance de cette pratique. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, dans la globalisation. On peut être en Côte d'Ivoire et se déplacer au Mali et avoir un accident au Mali et avoir du sang du Mali. On peut être au Mali, se déplacer au Burkina Faso et avoir du sang du Burkina. Et c'est à nous les scientifiques, les experts en transfusion qui devons harmoniser nos pratiques afin que dans notre zone de la francophonie, que tous les patients, s'ils ont besoin de sang, aient du sang de qualité sur le plan immunologique. La transfusion sanguine, une méthode thérapeutique qui obéit à un certain nombre de règles. La sécurité transfusionnelle dont nous parlons comporte 2 volets. Il y a premièrement la sécurité transfusionnelle en termes de faire en sorte qu'on ne transmette pas de maladies transmissibles par le sang au receveur. Donc, on doit être capable de détecter les maladies infectieuses susceptibles d'être transfusées aux malades. Le 2e volet de la sécurité transfusionnelle, il y a plusieurs types de sang selon les groupes sanguins. Donc, la transfusion répond là ici aussi à des règles. Il faut transfuser le sang qui est du même groupe que le receveur. Près d'une vingtaine de pays africains, dont 13 pays francophones, ont pris part à ce symposium. Ce symposium international pour assurer la sécurité des patients en Afrique. Nous sommes toujours au chapitre santé de ce journal. Le Rotary International à la vaccination a procédé à la vaccination des enfants de 0 à 5 ans aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Cette action qui s'inscrit dans le cadre du 2e passage des Journées nationales de vaccination JNV Polio 2017. Les Rotariens entendent ainsi appuyer le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Marcel Alla, Franck Quadio. Samedi,
Lendemain du lancement du deuxième passage national de vaccination contre la poliomyélite, cet enfant de 3 ans, pas encore vacciné, de quoi inquiéter sa grand-mère. Elle n'habite pas ici, elle vient d'arriver. Elle n'était pas ici. Elle habite l'autre côté là-bas, c'est tout de suite là elle est arrivée. Les enfants de 0 à 5 ans de ce quartier de la commune des Deux Plateaux visités par des agents vaccinateurs particuliers, les membres du Rotary International volontaires pour cette campagne initiée par la Commission nationale Polio Plus. Pour cette journée, on vise 26 530 enfants pour les zones de Colombie seulement. C'est une maladie qui ravage, c'est une maladie qui est difficile. Lorsqu'un enfant a ça, c'est compliqué, c'est un handicap pour la famille. Donc on demande à ce que les parents soient vraiment indulgents et qu'ils acceptent que les vaccinateurs vaccinent leurs enfants pour éradiquer complètement cette maladie en Côte d'Ivoire. Briefing au centre de santé urbain et déploiement par petits groupes dans les rues et concessions du quartier. Pour le Rotary International, cette séance de vaccination vise à maintenir le cap sur l'éradication de la polio et la certification de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été certifiée sans polio depuis déjà 2 ans. Et nous sommes là pour maintenir toujours justement cette prouesse qui est la certification, donc de sorte qu'il n'y ait pas d'enfants de polio en Côte d'Ivoire. Ce deuxième passage de vaccination concerne les enfants de 0 à 5 ans et s'étend sur 3 jours. Pour cela, ce sont au total 110 millions de francs CFA de fonds mobilisés par le Rotary International pour venir en aide à la Côte d'Ivoire. La transition est toute trouvée. Nous recevons en plateau professeur Daniel Ekra-Kouadio. Il est donc le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Mais avant d'entamer les échanges avec vous, professeur, nous allons prendre la direction des BIMP dans la sous-préfecture d'Anyama où a eu lieu hier la cérémonie de lancement du deuxième passage des journées nationales de vaccination JNV polio de l'année 2017 et des JNV qui ont lieu dans le cadre du maintien du statut zéro polio en Côte d'Ivoire. Du porte à porte pour sensibiliser les populations à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. Pour ce deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la polio, c'est la place publique des BIMP, village de la circonscription d'Anyama, qui reçoit Raymond Koudou Kofi et sa délégation. Nous continuons de sensibiliser les populations, sensibiliser surtout les mamans, les papas, mais également toute la communauté et en premier lieu les chefs de village et nos chefs religieux. Ce sont des leaders communautaires qui nous ont toujours accompagnés dans les différentes luttes contre les épidémies que nous avons pu avoir en Ces journées de vaccination seront couplées de la vitamine A pour la croissance des os et la synthèse de l'œil de l'enfant, du déparasitant pour éliminer les microbes dans son sang et lutter contre l'anémie. À ces prestations, il faut ajouter les mesures d'hygiène corporelle telles que le lavage des mains, le lavage des aliments consommés crus, la protection des ustensiles de cuisine contre les mouches et la consommation d'eau potable. Pour maintenir le statut zéro polio en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique peut compter sur ses partenaires. Ces journées de vaccination qui ont démarré hier se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 30 octobre prochain. Plus de 8 millions d'enfants sont attendus. Alors, professeur, quel est le mode de transmission de la poliomyélite et comment on peut l'éviter? Est-ce que la vaccination est l'unique moyen? Bien, merci. En fait, la vaccination n'est pas l'unique moyen, mais c'est un moyen de protection qui est essentiel. La poliomyélite est une maladie infectieuse, une maladie qui se transmet d'homme à homme et qui touche surtout les enfants de 0 à 5 ans. Et vous comprenez bien pourquoi c'est la cible que nous visons dans le cadre de la campagne de vaccination. Et cette maladie se transmet par voie orale. Donc, les enfants malades peuvent éliminer dans leur selle le virus qui se retrouve dans l'environnement. Et donc, les autres enfants peuvent se contaminer en buvant l'eau qui est contaminée ou lorsque l'hygiène des mains, l'hygiène des aliments n'est pas suffisante. Et la vaccination est l'un des moyens de protection. Mais comme je l'ai dit, que ça se transmet par voie féco-orale, l'hygiène est essentielle aussi pour éliminer la poliomyélite. L'hygiène, le lavage des mains régulièrement
Après les selles. Le lavage des mains après les selles, le lavage aussi des aliments et consommer aussi de l'eau potable. De l'eau potable, d'accord. On sait qu'en novembre 2015, il s'est tenu la réunion de la CRCA, la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite. Et puis la Côte d'Ivoire a été déclarée, donc on a réussi à éliminer la polio. La Côte d'Ivoire a été déclarée zéro donc polio. Oui. Pourquoi la vaccination se poursuit? Pourquoi ces journées nationales de vaccination se poursuivent? Voilà. En fait, il faut comprendre l'éradication. Qu'est-ce que l'éradication veut dire? L'éradication veut dire que le virus n'existe plus dans notre environnement et qu'il n'y a plus de cas nulle part dans le monde entier. C'est en ce moment qu'on parlera d'éradication totale de la poliomyélite. Or, il se trouve qu'actuellement, c'est vrai que le nombre de cas de poliomyélite a considérablement diminué, mais il existe encore quelques pays dans lesquels on trouve des cas de poliomyélite, notamment l'Afghanistan, le Pakistan et plus récemment dans notre sous-région ici, le Nigeria, qui en 2016 a eu des cas de poliomyélite. Et comme vous le savez, il y a une zone du Nigeria qui est difficile d'accès compte tenu de l'insécurité et c'est dans cette zone que les derniers cas ont été trouvés et on n'est pas sûr qu'actuellement cette zone soit complètement indemne de poliomyélite. Et donc, comme nous avons une bonne, disons, des relations avec tous les pays voisins, la maladie ne connaissant pas de frontières, et nous sommes toujours un pays à risque puisque le Libéria n'est pas encore déclaré pays libre de polio. Et c'est pour cela que nous allons continuer à vacciner, nous continuons à lutter contre la poliomyélite tant que les pays voisins, dans le monde entier même, notamment ces pays que j'ai cités, il y a encore des cas. Nous sommes donc libres de polio et il y a donc des défis qui restent à relever. Voilà. Nous sommes libres de polio, cela veut dire que pendant 3 ans au moins, notre pays n'a pas déclaré du tout de cas de poliomyélite. Et c'est à l'issue d'un dossier présenté à l'OMS que nous avons été déclarés pays libres de poliomyélite. Mais, comme je l'ai dit, comme des derniers cas existent dans d'autres pays, nous devons toujours mener des activités de vaccination pour renforcer l'immunité des enfants et c'est pour ça qu'on fait les journées de vaccination et aussi renforcer ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. La surveillance épidémiologique, c'est la surveillance de la maladie, c'est-à-dire ouvrir les yeux sur l'ensemble du territoire pour voir s'il n'y a pas vraiment de cas de poliomyélite et aussi faire une surveillance dans l'environnement puisque les germes se retrouvent dans notre environnement, voir s'il n'y a aucun virus sauvage de poliomyélite qui circule dans notre environnement. Voici un peu les stratégies que nous adoptons. Et quels sont les points essentiels de ce deuxième passage? Le point essentiel, c'est que nous allons parcourir tout l'ensemble du territoire, passer de ménage en ménage pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans. C'est uniquement eux qui sont concernés dans ce deuxième passage? C'est cette cible-là qui est concernée dans ce deuxième passage. Donc nous avons des vaccinateurs qui vont passer dans tous les ménages. Donc on fera du porte-à-porte et nous demandons aux parents, aux papas, aux mamans d'ouvrir les portes pour que les enfants puissent avoir accès à la vaccination. Je pense que c'est notre devoir, le devoir des parents, de faire en sorte que leurs enfants ne soient pas paralysés. Peut-être notre génération ne connaît pas suffisamment la poliomyélite parce qu'on a tellement vacciné qu'il n'y a plus de cas et on a l'impression que c'est une situation qui va perdurer. Mais dès qu'on va baisser de vigilance, la polio risque de revenir. Et c'est pour ça que je demande aux parents de faire vacciner leurs enfants. Jusqu'à l'éradication totale. Ouais. D'accord. Et je sais que ces journées sont couplées à l'administration de la vitamine A et du déparasitant. Oui. Pourquoi précisément la vitamine A et le déparasitant? La vitamine A, parce que c'est une vitamine qui renforce l'immunité des enfants, qui renforce les os et aussi qui lutte contre la cécité des enfants. Et donc c'est pour ça que cette vitamine A est associée. Le déparasitant pour permettre aux enfants d'éliminer les vers intestinaux et que les enfants soient à l'abri, par exemple, de l'anémie et de la malnutrition. Et c'est pour cela que ces deux activités sont associées à la poliomyélite. Et le déparasitage concerne aussi toute la Côte d'Ivoire? Le déparasitage concerne 37 districts, exactement. Sur les 83 districts que nous avons et qui ont été annoncés notamment dans les publicités, en fait, dans la communication qui a été transmise. Pourquoi uniquement 37? Uniquement 37 parce que nous avons regardé les risques
liées, disons, à la malnutrition. Et nous avons voulu cibler ces zones. Mais lors du premier passage, toute la Côte d'Ivoire tous les enfants de la Côte d'Ivoire avaient été déparasités. Mais cette fois, nous avons ciblé les 27, compte tenu des moyens dont nous disposons, et aussi le risque majeur dans ces zones. Alors, combien vont coûter toutes ces prestations? Pour la population, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Gratuit. Et voilà. Donc, c'est gratuit. Nous demandons seulement aux parents de présenter les enfants, d'accepter que les vaccinateurs puissent mettre les 2 gouttes de polio dans la bouche des enfants et les déparasiter avec le comprimé, ainsi que la goutte aussi de vitamine A. Mais ça coûte quelque chose à toute la population, aux contribuables ivoiriens et aux partenaires, parce que c'est plusieurs millions qui sont mis en œuvre pour que cette activité ait lieu. C'est plus du milliard, je peux dire. Pour ne pas donner tous les détails. Vous pouvez donc nous rassurer les Ivoiriens, tous ceux qui nous suivent, les prestations, les vaccins sont gratuits. Mais même dans les centres de santé, après ces journées nationales de vaccination, les vaccins seront toujours gratuits. Voilà. Ou alors il y en a précisément qui sont payants. Voilà. Vous me donnez l'occasion de dire que, en fait, les journées nationales de vaccination, comme nous le faisons actuellement, ce qu'on appelle les campagnes, c'est sur une courte période, en 4 jours, renforcer l'immunité des enfants pour que les 8 millions, presque 9 millions d'enfants puissent avoir accès à la vaccination. Mais ce qui est important que les parents doivent savoir, c'est que tous les jours que Dieu fait, dans les centres de santé, plus de 2000 centres de santé sur l'ensemble du territoire, le ministère de la Santé offre le vaccin contre la poliomyélite, mais aussi les autres vaccins. Notamment, je rappelle aux mamans et aux parents le calendrier vaccinal, c'est-à-dire qu'à la naissance pour la polio, on donne une dose à la naissance. Ensuite, le BCG contre la tuberculose. Et à partir de 6 semaines, l'enfant commence une autre série de vaccinations, 6, 10, 14 semaines, jusqu'à 9 mois où l'enfant devrait avoir le dernier vaccin qui est la rougeole et la fièvre jaune. Lesquels sont gratuits? Tous ces vaccins sont gratuits et tous ces vaccins sont administrés dans les plus de 2000 centres de santé sur l'ensemble du territoire ivoirien. D'accord. Dites-nous, le manque de centres de santé dans les zones rurales ou alors l'éloignement des centres de santé, est-ce que ce n'est pas un frein dans l'atteinte des objectifs du PEV? Bien. En fait, la vaccination ne se pratique pas seulement que dans les centres de santé. Tous les centres de santé, les 2000 centres de santé dont je parle, couvrent une aire sanitaire. Donc les villages ou les campements qui sont les plus éloignés, le personnel de santé fait ce que nous appelons la stratégie avancée. C'est-à-dire que nous allons dans ces villages sans centre de santé pour offrir la vaccination, ne serait-ce qu'au moins une fois par mois. Une fois par mois. Voilà. Bon, tout dépend de la taille de la population, parce que quand on se rend dans un centre de santé, disons dans un village ou dans un campement, il faut qu'on soit sûr de trouver des enfants à vacciner. Donc en fonction de la taille, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, mais au minimum une fois par mois, il y a des stratégies avancées dans les zones où il n'y a pas de centre de santé. D'accord. Et pour terminer, dites-nous quelle stratégie pour le maintien donc du statut de pays libre, le statut donc de pays libre de polio après cette campagne qui ne dure que 4 jours? Bien, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la vaccination de routine. La campagne ne vient que lorsque notre vaccination de routine n'est pas suffisamment efficace. C'est-à-dire que on n'est pas sûr de protéger tous les enfants. Donc, nous interpellons les parents de présenter les enfants dans tous les centres de santé pour se faire vacciner les enfants contre la poliomyélite, mais aussi contre tous les antigènes. Aujourd'hui, nous protégeons les enfants contre 11 maladies. Et ensuite, je l'ai dit, c'est le renforcement de la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire pour nous rendre compte qu'il n'y a plus de cas de polio qui circulent, et aussi la surveillance environnementale pour nous rassurer davantage qu'il n'y a pas de virus qui circule dans notre environnement. Merci. Merci bien, monsieur. Merci, professeur. Professeur Daniel Ekrakwadio, que nous recevions dans le cadre du magazine du dimanche pour parler du 2e passage des Journées nationales de vaccination JNV Polio 2017. Ce 2e passage a débuté, je le rappelle, le 27 octobre dernier sur l'ensemble du territoire national et il se termine donc demain, lundi. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Après le remaniement ministériel d'hier samedi au Bénin, le 2e gouvernement de Patrice
Patrice Talon est composé de 22 membres. Entrée de nouveaux alliés politiques, exit les ministres de Sébastien Ajavon. Il crée les ministères des PME, de la microfinance et des affaires sociales. Ses opposants l'ont souvent critiqué de ne rien faire sur ce front-là. Abdoulaye Biotchané, lui, reste numéro 2 du gouvernement. Et puis, au lendemain de la mise sous tutelle de la Catalogne et de la destitution de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont appelle à résister. Le président destitué appelle à s'opposer démocratiquement à l'article 155. Une annonce faite lors d'une prise de parole hier samedi 28 octobre en début d'après-midi. Dans le même temps, les partisans d'une Espagne unie ont manifesté à Madrid en soutien au gouvernement de Mariano Rajoy. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre confiance. L'actualité se poursuit sur nos chaînes et sur rti.ci.